Alors, donc, je commence et peut-être par te donner la parole, Karine, peut-être nous expliquer pourquoi tout d'abord il y a eu une communauté. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup s'est imposé l'idée de faire une communauté de facilitateurs internes chez Arkea Crédit Mutuel? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous sur cette heure de midi. Donc effectivement, je travaille chez Arkea. Arkea qui est un groupe bancaire qui réunit 11 000 collaborateurs un peu partout en France, mais essentiellement basé en Bretagne et dans le sud-ouest. Euh, et pourquoi? Alors pour répondre à ta question, Jean-Philippe, l'idée en tout cas première a été de créer une structure pour casser les silos managériaux. On était au milieu d'un plan stratégique et on a souhaité en tout cas donner la parole aux collaborateurs pour développer leur engagement. Et tout ça, ça passe aussi par un changement de culture. Il fallait aussi se dire, bah, les décisions viennent aussi des collaborateurs. On est dans un groupe qui est coopératif, c'est important de le dire, un homme, une voix. Et c'était important en tout cas de faire la démonstration à ce moment-là, donc, au milieu du plan stratégique, de se dire on tente l'aventure en tout cas, on donne la voix aux collaborateurs et ça passera par en tout cas l'accompagnement par la facilitation. Et c'est aussi pour ça qu'on a mobilisé autant de collaborateurs dans cette aventure-là, puisque on a aujourd'hui une communauté de 300 facilitateurs internes. Merci, Karine. Belle introduction, ça nous donne envie d'en savoir plus. Alors, et toi, du côté d'Adeo Fanelli, euh, comment s'est imposée la question de la communauté? Pourquoi c'est arrivé chez Adeo comme ça? Alors nous, bonjour à tous. Alors nous, c'est arrivé complètement différemment. À l'origine, on avait une seule personne qui était facilitatrice en interne et elle nous a fait découvrir ça. On s'est formé à plusieurs et on a eu envie, en fait, on était tous débutants et on a eu l'envie de se rassembler pour pouvoir collaborer ensemble. Donc nous, c'était vraiment une émergence par voilà, par rassemblement d'affinités, l'envie de tester, la possibilité d'animer en binôme pour pouvoir se rassurer au début. Donc, on a vraiment émergé comme ça. Donc, notre communauté, le lancement, elle date de 2021, donc elle est vraiment toute récente. Et puis, au début, on n'était pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Et aujourd'hui, on se structure de plus en plus et on va en parler un peu plus tard. Mais effectivement, nous, ça a été l'envie de partager, l'envie de se rassurer, le besoin de se rassurer, et puis aussi la capacité à pouvoir explorer différentes équipes que les nôtres. C'est-à-dire que nous, pour certains d'entre nous, on pratiquait dans notre périmètre d'action, et là, l'intérêt, c'était d'aller voir d'autres équipes, d'autres périmètres, et de se frotter à d'autres problématiques que celles qu'on avait au quotidien. Hmm. Et Fanelli, combien aujourd'hui vous êtes au sein de cette communauté? Alors aujourd'hui, on a une équipe cœur qui a 4 personnes et on a un deuxième cercle avec 11 facilitateurs. Donc on est vraiment tout petit par rapport à toi, Karine, avec une vocation de grandir, quoi. Mais voilà. Ouais. Merci beaucoup, Fanny. Je me permets ici de faire une allusion à ceux parmi vous tous qui étaient présents l'année dernière à cette même Facilitation Week où j'ai évoqué les modèles d'organisation des communautés de facilitateurs internes. Si quelques-uns parmi vous étaient là l'an dernier, levez la main. Et en fait, j'ai évoqué deux types de modèles. Un modèle plutôt hiérarchique, plutôt vertical, avec une impulsion qui est vraiment voulue à un niveau organisationnel de l'entreprise et un niveau beaucoup plus organique. Et en fait, ce qui est très intéressant avec la voix de Karine et la voix de Fanelli, c'est qu'on a ces deux modèles qui sont ici représentés. Alors, peut-être une autre question pour qu'on se rende bien compte en fait de ce que vous faites avec cette communauté. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de type de mission ou les missions fréquentes qui arrivent au sein de cette communauté ou il y a pas un type de mission, donnez-nous un éventail des missions que vous pourrez avoir au sein de cette communauté. Qui veut Ok. commencer? Karine, tu veux commencer? Si tu Oui. veux, si tu veux. Alors, comme tu dis, c'est très large. L'éventail peut être très large. Nous, on existe depuis 2019. Donc, on a vu, en tout cas, passer un certain nombre de sujets. Je rebondis aussi sur ce que disait Fanny sur la transversalité. Euh,
la clé, en tout cas, du succès de ces communautés, c'est la transversalité, c'est de pouvoir faciliter sur d'autres sujets auprès d'autres équipes que sa propre équipe. Et c'est ce qu'on a vraiment, on a milité pour ça, on a œuvré pour ça, et c'est ce qui a fait aussi que la communauté soit aussi engagée aujourd'hui et n'ait pas d'appréhension à faciliter sur des sujets, et au contraire d'ailleurs, qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils appréhendent de loin en tout cas. Après, sur les différents sujets, la raison d'être de l'entreprise a été rédigée grâce à divers ateliers, de nombreux ateliers de facilitation, embarquant tant les collaborateurs que les administrateurs, parce qu'on est un groupe coopératif, donc on est aussi accompagné par des administrateurs. Et donc, on a collaboré en facilitation avec les collaborateurs et les administrateurs. C'est un gros pavé, c'était en tout cas un bel engagement et une belle confiance de la part de notre direction aussi de pouvoir travailler sur une raison d'être que l'on a du coup itéré euh, auprès d'entités plus petites. Voilà, on a aussi du coup dupliqué l'accompagnement sur les raisons d'être. Après, on va aussi accompagner sur des sujets plus légers qui peuvent être surprenants, comme trouver le nom d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments. On le fait en facilitation. On accompagne aussi sur des équipes qui peuvent être en tension. Justement, quand il y a une organisation, une réorganisation, voilà, on peut être là aussi sur la partie, sur le volet humain. Et ça, ça fait partie en tout cas des accompagnements que l'on itère régulièrement. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très surprenant chez vous, c'est la variabilité des missions et quand même une forte fréquence d'intervention directement au sein des CODIR, voire même Ah oui, instances supérieures. Donc c'est vraiment... on avait démarré comme ça. ouais, Je rebondis, je me permets, Jean-Philippe. vas-y. La, la, quand le projet de créer cette core team, parce que nous, on n'est pas très nombreux non plus, on est 5 dans la core team. Euh, mais quand on a en tout cas créé cette core team, il a fallu séduire et embarquer. Et mieux, enfin, c'est difficile d'expliquer à des dirigeants qui ne connaissent pas, qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui n'ont pas l'habitude en tout cas. Donc, on a formé les dirigeants. On a justement fait vivre la formation pour devenir facilitateur aux dirigeants, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils apprennent aussi et qu'ils voient tout l'intérêt de cette démarche pour valider derrière la constitution d'une communauté. Parce que c'est pas rien de former 300 personnes quand même dans un groupe. Hmm. Bravo à vous, c'est incroyable le chemin qui a été fait en 7 ans. Fanelli, comment ça se passe chez vous? Avant de répondre à ta question, je voulais rebondir sur ce que disait Karine, parce que nous, on a aussi eu voilà, des étapes dans la structuration de notre communauté, parce qu'à l'origine, effectivement, c'est une émergence de personnes qui avaient envie de partager ensemble, et voilà, c'était un petit groupe sympa, on s'entendait bien. Et après, on est quand même allé chercher, on avait besoin d'aller chercher de la reconnaissance, et on a eu un sponsor plutôt light en disant allez-y, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc jusqu'à un moment où on a eu besoin quand même d'avoir un support qui soit plus fort, notamment parce que nous, ça reste un second rôle. C'est pas une mission en interne chez nous, c'est un second rôle sur un temps dédié à côté de notre mission principale. Et on a eu besoin d'aller chercher un cadre plus clair. Et donc, on s'est aussi rassemblés. Nous, on a d'autres dispositifs dans l'entreprise qui sont le coaching, le mentorat, la formation interne, les animateurs de Codev. Et j'en oublie un, mais Mélanie me le redonnera si je l'ai oublié. Mais en tout cas, on s'est rassemblés à plusieurs collectifs pour pouvoir porter une voix plus forte. Voilà. Donc, on a posé un business model, on a été beaucoup, beaucoup challengés par nos sponsors pour pouvoir prouver en fait qu'est-ce qu'on allait chercher, à quoi on servait, qu'est-ce qu'on amenait par rapport à la raison d'être de l'entreprise. Et donc on a posé ça. Et donc nous on a officialisé donc début de l'année dernière une fiche de second rôle. Donc
Donc c'est pas une fiche de mission, hein, c'est une fiche de second rôle. C'est vraiment très important les termes. On a travaillé nous avec les affaires sociales pour que ce soit très clair sur ce qu'on mettait dedans, et on signe ça en quadripartite avec la personne qui est second rôle, un référent du dispositif, le manager et notre représentant RH. Et ça nous a vraiment aidé à faire reconnaître ce rôle et à pouvoir libérer en fait les personnes, les animateurs. Parce que notamment, et par rapport aux sollicitations, on arrivait à un moment où on avait beaucoup de sollicitations et pas assez de bras. Donc, voilà. Donc dans nos sollicitations, on a de tout. C'est vraiment très très variable. On peut avoir des ateliers de 2 heures pour faire un rétex sur un projet. On peut avoir des demi-journées création d'entreprise. On peut aller jusqu'à voilà, des plans à 2 jours sur plan à 3 ans, qui inclut à la fois des dirigeants ici et des acteurs majeurs dans nos BU. Donc ça va se faire en anglais avec des gens un peu tous les pays, quoi. Donc on a vraiment un panel très 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 varié, ce qui nous permet aussi d'y répondre avec différents niveaux de facilitateurs, parce qu'on a vraiment des tout jeunes facilitateurs qui viennent d'être formés et qui ont quand même envie de contribuer justement au-delà de leur périmètre. Donc effectivement, sur des formats simples ou sur des problématiques simples, c'est facile d'onboarder. Et puis sur des problématiques plus complexes ou qui viennent effectivement chercher des choses un peu plus conflictuelles ou des choses à poser sur la table avec des décisions fortes, là on va soit prendre des facilitateurs plus experts, soit faire des binômes aussi. On aime bien faire des binômes pour faire grandir tout le monde. Hmm. J'ai une question pour toi, Fanny, un peu complémentaire, parce que tu es dans un grand groupe avec beaucoup de filiales. Est-ce que vous êtes sollicité pour intervenir dans les filiales? Je donne un exemple précis. Est-ce que, par exemple, pour la vision Leroy Merlin qui est en cours, est-ce que vous avez été sollicité pour accompagner les temps forts de cette vision? Alors oui, on a eu donc début 2025, notre DG nous a donné un mandat pour nos BU françaises. Donc ça veut dire LM France, Technomat et Saint-Maclou. Donc voilà. Et donc on a aujourd'hui des sollicitations. Donc LM France, oui, on a eu des choses pour certains ateliers. La vision, ils nous ont sollicité. Après, c'est une question de bande passante aussi pour nous. Là, je sais que Clotilde, qui fait partie de notre équipe CLE, participe à la construction d'un atelier avec LM France. Donc oui, on essaye de se mailler avec eux le plus possible. Super. Et puis, ça nous permet, pour des plus petites BU, par exemple comme Saint-Maclou ou Technomat, qui n'ont pas forcément des ressources en interne, d'aller leur amener de la facilitation, d'aller leur amener une expertise, et on espère un jour que eux puissent avoir des ressources que eux mettront au service de l'entreprise. Voilà. Hmm. Oui, chez vous, Karine, il y a déjà des festateurs dans toutes les filiales, en fait, hein, parce que c'était déjà dans le projet Dans le initial projet, de ouais. former des personnes dans toutes les filiales. Ouais. On avait Karine, excuse-moi, est-ce que ça arrive parfois que par contre, il y a des gens d'une filiale qui aillent faciliter dans une autre filiale et vice-versa? ah oui. Euh, alors, le projet initial, on avait en tout cas comme objectif de former 2% de la masse salariale. Et on a des collaborateurs à Marseille, à Strasbourg, à Paris, à Rennes, à Brest évidemment. Donc, on a des facilitateurs qui sont présents partout puisqu'on a respecté justement cette quote-part. Euh, je rebondis aussi sur ce que disait Fanny sur les niveaux d'expertise. On a fait comme vous, en tout cas, on a travaillé aussi sur les niveaux d'expertise en interrogeant l'été dernier, c'est pas très vieux, parce que nous, on a la vision de qui facilite beaucoup quand ça passe par nous, mais il y a aussi maintenant beaucoup d'autonomie et les gens facilitent aussi tout seuls sans forcément passer par nous. Quand je dis par nous, par Arca 360, notre équipe cœur. Donc, pour avoir une vision un peu claire du niveau d'expertise, on a lancé, alors, tout simple, les ceintures, comme au judo, hein, ceinture blanche, ceinture bleue, ceinture, voilà, pour savoir en tout cas sur de l'auto-positionnement, voilà, tu as facilité 2 ou 3 ateliers dans l'année, etc., etc. Donc voilà, pour aussi avoir une vision claire. Et nous, on avance aussi beaucoup en binôme en fonction du nombre. Et ça nous arrive aussi, ça va répondre à ta question, Jean-Philippe, d'intervenir pour des plus grands événements
où là, on y va en escouade, quoi. Donc, on peut être une vingtaine de facilitateurs parce que on a 150 personnes sur un séminaire et donc voilà, en fonction de la taille des groupes, on est obligé d'y aller en escouade. Et là, je te rejoins, du coup, on essaye de faire des binômes de pupiou, à ceux qui viennent d'être formés, avec des plus matures et ils vivent une expérience assez dingue. Et ils reviennent, forcément, ils reviennent. Donc ça, c'est intéressant. Et oui, ils traversent les frontières des entités, justement parce que très souvent, la demande des commanditaires, c'est d'avoir des facilitateurs externes au-delà de leurs équipes, pour garantir confidentialité, neutralité, etc. J'en profite là, je me demande, c'est pas le moment parce que tu parles de ces escouades avec des niveaux de seniorité complémentaires. Je me demande si c'est pas le moment de parler de vos promotions avancées, de facilitateurs avancés. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui a justifié au départ de faire ça et où est-ce que vous en êtes avec cette opération? Alors, l'équipe a été créée en 2018, mais nous aussi, on a vécu des changements, des transfos, etc. Et il y a 4 ans maintenant, 3 ans et demi, une partie de l'équipe qui est déjà petite a bifurqué sur des activités d'innovation RH. Donc, il y avait moins de personnes, en tout cas, qui étaient vraiment dédiées à l'intelligence collective, tant sur le volet codev que le volet facilitation. Et en même temps, on avait un plan au niveau de la DRH, parce que je l'ai pas dit, mais on est rattaché à la DRH du groupe, on avait un volet aussi sur l'importance de l'entreprise apprenante. Bon, on a fait notre petit chemin et on s'est dit, bon, on a autant de demandes d'ateliers. On a évidemment besoin de garantir la même qualité de service. Donc, comment articuler tout ça? Et est né le projet Promo des 10, qui est donc proposer à 10 collaborateurs facilitateurs internes d'embarquer pour une aventure de 18 mois où on valide et je me suis retrouvée dans ce que tu disais, Fanny, sur la partie charte, engagement signé. Donc, avec l'aval de leur manager, RH de proximité, et nous, évidemment, on embarque avec eux sur 18 mois en leur dédiant 10% de leur temps. Donc, ils dédient 10% de leur temps à la facilitation pour leur permettre d'embarquer sur la démarche complète. Parce que le travers d'avoir une core team qui fait beaucoup et qui fait tout, c'est qu'en gros, les facilitateurs arrivaient avec l'atelier clé en main et ils déroulaient. Nous, ce qu'on voulait, c'était les embarquer dès le début, dès le cadrage. Et donc, ce projet-là s'est un peu imposé aussi à nous du fait du contexte. Et on a lancé cette aventure-là en janvier 2023 avec 10 collaborateurs qui ne se connaissaient pas, un peu partout en France parce qu'on a aussi établi des critères de choix, représentativité des pôles géographiques, mixité, etc. Et donc, on a vécu une aventure formidable de 18 mois, tant sur le volet humain que sur le volet aussi opérationnel pur, parce qu'ils ont beaucoup délivré. Ils ont fait beaucoup de belles choses avec beaucoup d'engagement et ça les a révélés. Sincèrement, ça les a révélés, tant pour eux-mêmes que vis-à-vis des managers qui, faut aller les séduire, hein. Ça, faut rendre le truc un peu sexy quand même, hein, leur dire, bon, bah, on va embarquer ton collaborateur et on va leur prendre 10% de leur temps. Mais eux, en face, voilà, ils se disaient, bah ouais, mais bon, va peut-être falloir que je réorganise mon affaire, moi, tout ça. Et au final, tous, mais vraiment tous, et même les plus réfractaires sont revenus en disant, on re-signe. Ils se sont développés, ils sont revenus enrichis, ils ont apporté à leur équipe. Enfin, c'était un non-sujet. Donc, du coup, bah, on a remis ça. On a fait une deuxième promo, la promo 2, avec qui ça fonctionne aussi très, très bien. Et que tu as rencontré il y a très peu de temps, Jean-Philippe. Ouais. Donc, c'est intéressant, on commence à glisser sur les bénéfices en fait d'avoir des communautés de facilitateurs internes. Donc là, on glisse sur les bénéfices pour les facilitateurs, hein. Et c'est peut-être intéressant aussi d'entendre ce qui se passe chez vous, Fanny. Est-ce que tu perçois aussi pour les facilitateurs qui sont impliqués dans cette communauté les vertus pour eux d'être impliqués comme ça, de cette manière-là, dans l'organisation, dans la vie de l'organisation? Oui, nous, c'est vraiment un des critères
sélection, on va dire, voilà, pour accéder à ce second rôle, on a posé des critères, notamment le fait que la personne soit motivée, et qu'il y ait, voilà, l'envie de rayonner et de découvrir l'extérieur. Et on a identifié effectivement les gains pour la personne et les gains pour l'entreprise. On sait que nous, voilà, on a inscrit le développement de tous nos dispositifs dans un dispositif qui s'appelle Empower Lab chez nous, avec comme vocation de contribuer à l'entreprise apprenante et de permettre aux gens de développer leur potentiel d'agir, quoi. Donc on a un vrai double enjeu, à la fois de développer des collaborateurs et aussi d'amener voilà, d'autres façons de travailler et de l'efficacité opérationnelle dans les équipes. Et avec tous nos dispositifs, hein. Donc la facilitation est un acteur parmi d'autres, mais en tout cas très présent. C'est vrai que nous, dans notre convention, effectivement, on dédie du temps, donc ça va de 5 à 20% du temps des personnes, hein, donc 20% c'est beaucoup, hein. Et c'est pour ça qu'on a posé cette convention aussi, c'est pour se dire c'est quoi les attendus en fait quand on dédie du temps comme ça, c'est quels sont les apports. Et après, ça nous permet des échanges très intéressants avec les managers, voilà, de se dire en quoi ça développe la personne, voilà, sur, par exemple, de la capacité. En tout cas, moi, ça m'a servi dans mon métier, par exemple, si je parle pour mon cas, de parler en public devant des groupes, voilà, de 180 personnes. J'avais jamais fait. Bah oui, voilà, la première fois c'était stressant. La fois d'après, bah, je sais à quoi faire attention. Mais ça m'a servi. Voilà, j'ai appris des choses avec la facilitation que j'ai redonné dans mon métier, et inversement, ma capacité, voilà, de ce que je fais dans mon métier me sert aussi pour questionner la facilitation. Et donc, nous, on n'est pas rattachés au service RH, hein. Nous, on a une communauté de gens qui sont partout dans l'entreprise avec des métiers très différents. Et donc, c'est, je pense, voilà, on développe un pool de compétences un peu particulier, en fait, hein. Et c'est vrai que on a vraiment ouais, une envie de partager, de contribuer. Voilà, c'est quelque chose où les gens se sentent bien. Et là, ce qu'on a lancé aussi en début d'année, là, on a fait une journée de supervision. Donc, pour notre collectif. Donc là, voilà, notre collectif, il reste petit, hein. Donc, on a fait cette journée de supervision. L'intention, c'était à la fois de montrer la communauté, parce que nous, on travaille beaucoup par chat ou par fichier interposé. Mais là, c'était aussi de se rencontrer tous physiquement à un instant donné, de se renourrir aussi, parce que c'est un métier où on donne beaucoup aux autres, et là, c'est comment on se donne à nous-mêmes, comment on nourrit notre communauté. Et c'est un des vrais enjeux qu'on a pour 2026, c'est d'aller se dire comment on donne à notre communauté, comment cette communauté s'auto-alimente aussi pour pouvoir rayonner plus largement, quoi. J'ai une question, Fanny, je poserai la même après à Karine, mais euh, s'il n'y a pas d'indicateurs qui viennent vraiment mesurer de manière factuelle, non discutable, votre apport dans l'organisation, est-ce que tu as déjà eu des retours de commanditaires qui t'ont vraiment marqué ou qui ont marqué d'autres personnes dans la communauté? Ça s'est su au sein de la communauté. Et est-ce que quelque chose comme ça te vient là où... Oui, Ouais. alors nous, à l'issue de chaque facilitation, on a un questionnaire de feedback pour collecter à la fois voilà, on a un NPS, bon, ça reste toujours compliqué parce que les gens mettent suite et c'est pas, voilà. Mais donc on demande l'utilité pour la personne, l'utilité pour le collectif, et aussi des informations plus qualitatives. Donc ça, on essaye de compiler ça à chacune de nos facilitations, et ça nous permet aussi d'avoir un objectif pour chacun de nos facilitateurs. Donc voilà, on voit ce que ça donne, on voit aussi en fonction de la complexité des ateliers, ça nous permet de toujours aller avoir un retour. Donc ça, c'est ça. Et après, on a aussi des retours, voilà, enfin moi j'ai le souvenir d'un atelier que j'avais fait pour un manager c'était sur
suite à une enquête. On a des enquêtes de satisfaction au travail, des choses comme ça, et il y avait des problèmes, voilà, et il avait déjà fait plusieurs ateliers. Et là, en fait, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup challengé dans le cadrage en lui disant, bah, qu'est-ce qui sera différent cette fois-là, quoi. Et en fait, ça a vraiment fait un déclic. Qui fait cet atelier s'est passé de façon très bizarre d'ailleurs, mais en même temps a vraiment eu un impact derrière, parce que le commanditaire avait compris que c'est pas parce qu'il faisait l'atelier que ça allait fonctionner. C'est parce que lui, dans sa posture et dans l'implication qu'il avait dans les suites de l'atelier, allait faire bouger les choses. Et donc, alors il y a eu à la fois un retour parce que notre questionnaire d'évaluation a vraiment fait un gap très important, et à la fois lui a un retour directement qui était vraiment très content. Donc c'est aussi un de nos gros sponsors, voilà, qui fait de la publicité aux autres en disant venez nous chercher, enfin allez les chercher, et il est venu nous chercher d'ailleurs pour son plan à 3 ans. Ouais, c'est une bonne illustration de comment l'action des communautés de facilitateurs internes influence directement l'évolution de la culture managériale. Merci, Fanny. Et alors, chez Arkea, comment ça se passe, Karine? Est-ce que vous avez des indicateurs ou comment vous évaluez en fait votre impact? Alors, et de la même manière que chez ADO, puisqu'on réalise également un questionnaire de feedback auprès du commanditaire. On a deux questionnaires. On a un questionnaire auprès du commanditaire, un questionnaire auprès des participants. Anonyme côté participant pour avoir vraiment plus de transparence, et non anonyme évidemment côté commanditaire. Et ça nous permet quand même de faire voilà, un vrai bilan annuel. En tout cas, l'impact qui nous a été transmis, parce que tout le monde ne répond pas non plus, on n'a pas 100% des répondants. Donc voilà, c'est un de nos indicateurs, on le suit le plus possible. On essaye aussi d'assurer une suite et je pense que c'est encore une fois perfectible. Mais l'idée de la suite, c'est de se revoir avec le commanditaire à froid, mais aussi à tiède, pour voir ce qui a été engagé depuis l'atelier. Pour justement engager plus aussi le commanditaire et sortir de l'écueil j'ai coché la case de l'atelier collaboratif et paf, c'est bon, c'est réglé. Bah non, en fait, et je rejoins Fanny on se doit aussi dans notre rôle, en tout cas, je pense, d'être aussi exigeant vis-à-vis du commanditaire sur ce qu'il va faire, lui, de la production des livrables et de la suite à donner. Et est-ce qu'on doit se revoir? Et là, on rentre dans une démarche plus long terme et qui est tout aussi passionnante d'ailleurs. Euh, donc voilà, par rapport à ça, nous, on est quand même suivi, enfin, on apporte aussi, en ne dévoilant pas enfin, on est assez euh, regardant sur la granularité des informations qu'on transmet, bien évidemment, mais on est pris un peu pour le pouls de l'entreprise. Euh, donc, je m'explique, je donne un exemple, ce qui est pas vrai, mais si par exemple on avait 20 ateliers sur 2 mois sur des problématiques managériales, bon, il y a un sujet, on va peut-être un sujet à consolider, on va peut-être quand même le traiter, quoi. Sur de l'accompagnement au changement en masse, bon, bah peut-être effectivement on a un travail à faire sur la dimension, le volet humain de la transformation. Donc en fait, on est un peu identifié aussi comme ça, comme étant le pouls de l'entreprise. Comme on est partout et qu'on a des informations un peu voilà, on a aussi cette résonance là par rapport à l'entreprise, au bien vivre, à ce qui se passe, etc. Hmm. Et en termes de témoignage, c'était ça la suite de la question. Est-ce qu'il y a un avis ou un retour, c'est ça? C'est ce que tu posais comme question, Jean-Philippe? Oui, comment vous évaluez votre impact? Donc, est-ce qu'il y a des critères factuels? Et au-delà de ça, est-ce que vous avez déjà vécu des retours, euh, Ouais, ouais. des verbatims qui ont vraiment été marquantes? Moi, je pense à quelque chose en particulier chez vous, mais Moi, je spontanément, vais te laisser parler. ouais, oui, oui, enfin, sincèrement, en plus, on n'est pas, on facilite beaucoup, on accompagne beaucoup, mais
ça s'est pas fait en un jour, hein. Donc, beaucoup d'humilité aussi par rapport à ça. Mais il y a un directeur un jour qui a dit devant ses pairs, euh, donc là, on est dans la sphère des cadres dirigeants, dire il y a un avant et un après Arkea 360. Et en cela, en fait, il est lui-même promoteur, quoi. Voilà, il promeut, pardon, et ça fonctionne parce que on n'a jamais décéléré par rapport à notre engagement terrain. Donc moi, quand j'entends ça, oui, ça me touche bien évidemment et je transmets ça à la communauté parce qu'on se doit aussi de leur rendre. C'est aussi grâce à eux, hein, ils sont très mobilisés, donc on en prend très soin. Donc voilà, ces retours-là, on leur transmet. On en a, oui, on en a. Et on en a des très beaux en fonction de ce que l'on fait sur le terrain, quoi. Mm. Je pense aussi évidemment au témoignage de votre ancien DG dans la presse où il a évoqué que Arkea serait sans doute la première banque collaborative. Ouais. Je pense que si vous n'étiez pas dans le paysage et si vous n'existiez pas, il n'aurait jamais eu cette idée. Ah oui, 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 Ouais, oui. Mais c'était, oui, oui, ben, on a, la structure est née aussi à ce moment-là. Et ouais, donc, bien sûr. c'était notre promoteur. Donc, voilà. Mais on a toujours, après, même avec le changement de gouvernance, on a toujours eu, en tout cas, la confiance de nos dirigeants. Et c'est ce qui nous permet aussi d'imaginer un futur un peu différent et avec certainement plus de poids et de reconnaissance. Donc, Bah, c'était un beau départ. on va Ça, s'a- c'est vrai que c'était un beau départ. Ouais, ouais. ouais. On va s'approcher. Je vais vous poser une dernière question, puis après, on va prendre du temps avec l'auditoire pour pouvoir répondre à leurs questions. Et je vais peut-être commencer par toi, Karine, et puis on finira par Fénélie juste après. Euh, Là, vous êtes quand même, vous avez fait des avancées magistrales, en fait, même si ça a pris du temps, Karine, c'est vrai, mais quand même, vous êtes à un endroit où vous avez une influence dans l'organisation qui est énorme. Euh, Ça serait quoi la prochaine étape, en fait? Qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu imagines qui pourrait être un mouvement pertinent pour Arkea en lien avec cette communauté de facilitateurs internes? Ça serait quoi dans ton... Qu'est-ce que tu pourrais imaginer qui serait vraiment une étape supplémentaire, vraiment Ça serait on est en perpétuelle réorganisation, donc il y a des choses qui se font aussi là en ce moment, donc et qui avancent sur le terrain de la transformation, où forcément on ne peut que s'inscrire dans cette nouvelle direction de la transformation qui se crée. Euh, et ce qui me paraîtrait en tout cas évident, c'est d'être très présent sur l'accompagnement, enfin, sur le volet humain en tout cas de la transfo et de l'accompagnement au changement, euh, en, en accompagnant, en offrant en tout cas en accompagnant avec une offre plus structurée, dédiée vraiment aux managers, parce que je pense que c'est sur le volet des managers et des directeurs qu'il faut aussi se positionner aujourd'hui. Euh, et pour ça, il faut avoir, je parle de catalogue, c'est pas très joli, mais quelque chose de très structuré et un accompagnement très personnalisé par rapport aux changements qui vont être amenés à vivre et à faire vivre en tout cas à leurs équipes. Donc en tout cas, la suite, elle va être de structurer, peut-être d'aller comme chez vous, Fanelli, vers des conventions avec du temps dédié pour plus de monde et de partir avec des change leaders un peu partout dans l'entreprise. Voilà, peut-être augmenter le rôle. Je ne sais pas si je suis claire en disant ça, Jean-Philippe, mais aujourd'hui, on a une communauté qui est super engagée, toujours partante, mais peut-être qu'on va pouvoir aller un cran plus loin et donner la chance à voilà, une partie, un cercle en tout cas, pour aller encore un cran plus loin et avancer auprès des dirigeants pour accompagner le changement sur le volet humain. merci, Karine. Et de ton côté, Fanny, chez ADO, comment tu penses, quelle pourrait être la prochaine grosse étape pour votre communauté? Comment ADO pourrait encore mieux employer votre existence et vos compétences? Une bonne question, parce que nous, on est dans une phase où donc on a communiqué fortement au début d'année dernière, auprès des managers, auprès des leaders RH,
Et donc, on a eu une très grosse augmentation de nos sollicitations sur 2025, et avec le corollaire de pas toujours la capacité à y répondre. Alors, on a beaucoup de sollicitations qu'on ne peut pas répondre parce que c'est délai très court. Donc voilà, c'est pendant 15 jours. Et donc, on a un vrai effort à faire pour rappeler que la facilitation, enfin pour expliquer en tout cas, pour faire comprendre que la facilitation, c'est pas juste l'animation. Nous, on a vraiment cet effort-là à faire. Donc on a lancé là sur 2026, un de nos axes, c'est d'aller chercher un plan de communication plus largement au niveau d'Empower Lab, mais de se dire c'est quoi nos dispositifs, sur quoi on peut les solliciter, sur qui sont nos clients, enfin voilà, d'aller explorer aussi tout ça pour être plus au clair à quoi on répond et à quoi on répond pas aussi. On a des sollicitations parfois sur lesquelles on ne répond pas parce que soit parce que c'est pas de la facilitation, soit parce qu'on n'a pas les compétences. J'entendais tout à l'heure, Karine, que tu allais sur des équipes en conflit. Aujourd'hui, nous, on n'est pas forcément formés, on s'estime pas forcément toujours formés là-dessus, donc c'est pas les sujets forcément qu'on prend. Donc je pense qu'on a voilà, cet effort d'être plus visible, d'être mieux compris. Et on a aussi un autre axe, c'est peut-être de clarifier d'autres offres. C'est exactement aussi ce que tu disais. Nous, aujourd'hui, voilà, nos facilitateurs, on a la sollicitation, hein, ces 3 lignes, et on leur donne le sujet et ils font tout. Donc, ils font le cadrage, ils font le design, ils font l'animation. Donc, on a essayé voilà, de packager certains sujets, parce qu'on a des sujets récurrents qui reviennent, donc de packager des choses. Bon, ça n'a pas super marché pour l'instant, donc on a encore des choses à améliorer là-dessus. Et ce qu'on essaye aussi, c'est un des axes qu'on s'est posé, c'est d'aller donner aussi plus de liberté et plus de capacité aux managers à faire par eux-mêmes. Parce que par exemple, sur notre bilan, voilà, bilan de santé de l'entreprise, on a eu à un moment une explosion de demandes pour, voilà, j'ai eu des résultats qui sont pas très bons, c'est quoi la suite? Donc là, voilà, on voulait mettre à dispo des managers la capacité d'animer l'atelier par eux-mêmes. Donc voilà. Notre offre de service, il faut qu'on la clarifie clairement, se dire est-ce qu'il y a des choses où on met des choses clés en main sur la table, est-ce que c'est d'autres choses où c'est nous où on a une vraie valeur à les créer. Après, ce qu'on va attendre de notre entreprise, c'est du sponsor, voilà, un sponsorship fort, une reconnaissance. Et effectivement, par rapport à ta question, Nathalie, comment on garantit le maintien? Nous, on est dans cette phase aussi où on doit prouver notre valeur. Donc, on est toujours un peu on vous laisse la place pour exercer, on vous a donné le mandat, et en même temps, il faut qu'on prouve notre valeur. Donc, on est toujours sur cet équilibre, voilà. Donc, on marche et on apprend en marchant, là. Donc voilà. Bien, Oui, la merci. data. La data, oui, Mélanie, c'est Mélanie Belot qui est mon binôme de choc sur l'animation de la communauté facilitation. Effectivement, notre nerf de la guerre, c'est la data. D'aller collecter le maximum de data pour montrer le avant-après. Enfin, nous, les bilans à froid, c'est très compliqué hein, de les faire. On a essayé là, sur 2025, sur environ 90 sollicitations, on a eu 16 personnes qui nous ont répondu hein, sur un bilan à froid. Donc, et alors nous, on fait le choix aujourd'hui de ne pas retourner voir le manager pour savoir ce qu'il a mis en place ou pas, pour des questions de temps. Voilà, on refuse beaucoup de sollicitations pour les questions de temps, donc on fait pas, on se dit que c'est la responsabilité managériale de suivre. Merci. Est-ce que c'est une bonne solution ou pas? Voilà, on Bien, verra. merci. Merci beaucoup, mesdames. On arrive, il nous reste un quart d'heure maintenant. Donc là, l'idée, c'est peut-être de passer aux questions-réponses de l'Assemblée. Je vous propose, pour vous, mesdames et messieurs, qui nous avez écoutés, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main ou poser votre question dans le chat, comme vous voulez. L'espace est le vôtre maintenant. On vous écoute. S'il n'y a pas de... Je veux bien. Merci pour vos témoignages et bravo pour tout le chemin. J'avais une question. Comment vous arrivez à capter ma question, elle concerne la montée en compétences et la professionnalisation un peu en continu et l'amélioration continue du geste pratique de facilitation.
Et du coup, ouais, qu'est-ce que vous avez mis chacune en place pour à la fois percevoir ou oui, percevoir des gestes qui pourraient nécessiter d'être revus, d'être retravaillés. Voilà, comment vous avez votre boucle de rétroaction, en fait, de regarder, puis après de réajuster. Je démarre si tu veux, Cindy. Allez-y, Karine. On essaie de faire des réponses assez courtes pour pouvoir Ouais. prendre potentiellement plusieurs questions. Travailler en binôme, c'est en tout cas des choix que l'on a fait pour permettre aux euh, plus récemment formés voilà, d'être accompagnés par des plus seniors, ce qui nous empêche pas, enfin, de ne pas déceler des problématiques de posture. On estime en tout cas, moi j'essaie d'accompagner le plus possible sur l'après, l'avant, l'après, de recueillir aussi le comment ça s'est passé auprès des commanditaires, auprès des participants. En règle générale, on voit aussi assez vite quand on a des événements grande échelle ce qu'il y a éventuellement à corriger. Là, dans ces cas-là, bah, on essaie de réunir des bons binômes et de bien insister sur regarde, observe, regarde comment ça se passe, etc. pour pouvoir appréhender voilà, un peu de développement sur cette partie-là. Nous, de notre côté, ce qu'on a posé comme prérequis, c'est de faire au moins la formation de 3 jours de base. Donc ça, c'est vraiment un prérequis qu'on a posé pour tous nos facilitateurs interne. Et ensuite, effectivement, on s'appuie sur les feedbacks qu'on a à l'issue des ateliers et on a mis en place donc Mélanie et moi, nous sommes référents du dispositif et on fait un bilan annuel avec le facilitateur et son manager pour faire des remontées. Donc voilà, donc on a compilé tout ce qu'on a reçu. Après, voilà, nous, c'est auto-organisé, voilà. Donc l'objectif étant que de pouvoir se dire, voilà sur tel axe, je t'invite à grandir, ou voilà la formation qui pourrait t'enrichir pour aller travailler un pan plus qu'un autre. Et effectivement, nous, le binomage aide beaucoup. Ou ce qu'on fait aussi, c'est la relecture de déroulé. Quelqu'un a écrit son déroulé, sollicite la communauté pour dire, voilà, j'aurais besoin d'une heure pour relire mon déroulé, ce qui permet de laisser la personne maître de son déroulé et de lui amener des tips sur la cohérence de l'ensemble, des questions, voilà, d'éclairer des zones d'ombre, donc et de faire grandir. La fois d'après, il se posera des questions de lui-même. Merci, mesdames. On a Nathalie de la CPAM Calvados, donc dans mon territoire d'ailleurs, Nathalie. Je suis aussi à Honfleur, dans le Calvados, qui pose la question, faut-il passer du temps libéré pour un facilitateur, donc 10-20% de son temps pour pouvoir faciliter, à des recrutements, une phase de recrutement de personnes à temps plein? C'est vrai que ça, c'est c'est une question qui va devoir se poser à un moment dans l'organisation. Qu'est-ce que vous en pensez, votre avis là-dessus? Alors, je peux commencer à répondre. Nous, aujourd'hui, on n'a pas vocation à avoir des gens en temps plein. Par contre, moi, dans mon temps, moi, j'ai 30% de mon temps qui est libéré, dont 10% pour structurer la communauté. Et donc, le recrutement, l'évaluation en fait partie. Alors, pour nous, c'est un petit peu différent. Donc, on est une core team. Tout le monde n'est pas sur la facilitation, mais on va dire on est une personne et demie full-time sur méthode d'intelligence collective, donc co-développement et facilitation. On a un deuxième cercle qui est donc les deux promos des 10 qui ont eu du temps dédié. Une qui est en cours, l'autre qui n'a plus de temps dédié, mais qui poursuit pour autant parce qu'ils ils sont dedans et puis ils ont des compétences, ils vont très vite aujourd'hui, donc voilà, c'est plus récurrent. On voit bien qu'il y a quand même eu aussi il y a une vraie plus-value à avoir mené ces projets-là. Et puis on a la communauté, donc le reste de la communauté qui ne bénéficie pas là pour le coup de temps dédié. Mais lorsqu'on réalise les 3 jours, comme chez vous, de formation à la posture de facilitateur et à la facilitation, on demande un engagement minimum de 1 à 2 ateliers par an pour voilà, garder aussi le rythme. Et ça, moi, je m'en assure avec le manager en amont. C'est-à-dire que je ne valide pas la formation de quelqu'un si je n'ai pas vu le manager avant en disant
on va l'embarquer une fois ou deux en transverse. Voilà. Donc, une fois que ça c'est validé, après, voilà, alors, il peut y avoir changement de manager, etc. Mais s'il faut refaire un point, moi je refais le point avec le nouveau, c'est OK. Merci Karine. Est-ce que c'est assez rare en fait les communautés qui ont des personnes à temps plein, hein. Est-ce que c'est un indicateur de maturité du leadership des organisations pour se dire, bah, là maintenant, on a besoin de professionnaliser, d'avoir des gens beaucoup plus à temps plein dans l'organisation? Je ne sais pas répondre à cette question, mais la vérité est que c'est assez rare d'avoir des communautés avec des gens à temps plein. Euh, Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Enfin, une dernière ou on peut en prendre encore au moins deux, hein, je pense. Il n'y en a pas. Moi, je vais retourner la question à Fanelli et à Karine. Est-ce que vous avez des questions à ceux qui vous écoutent et qui font peut-être partie d'autres communautés? Ouais, moi j'ai une question et ça rejoint la question d'Hélène de tout à l'heure. C'est quoi les bonnes pratiques ou l'expérience que vous avez pour que la communauté puisse grandir sereinement et tenir dans le temps? Parce que nous, là, on est dans une phase un peu, voilà, on doit grossir. Voilà, on a un recrutement, voilà, on est 15 aujourd'hui, on voudrait grandir rajouter 10 personnes. Et c'est comment on grandit tout en ne faisant pas exploser l'équipe cœur, quoi. Voilà, voilà, et comment on redistribue les responsabilités. Enfin, quel tips vous avez pour ceux qui sont déjà passés par là euh, pour, euh, pour vivre ce virage correctement? Moi, je peux te Alors, proposer, Fanelli, qu'on se cale un point. Avec plaisir. On aura plein de choses à partager, en tout cas. mais attends, alors avant, parce que tu vas peut-être donner ton point de vue, Karine, mais peut-être avant que tu donnes ton point de vue, est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui font partie de communautés de facilitateurs internes qui aimeraient partager leur vécu? Oui, alors moi je veux bien. Je sais pas si vous m'entendez bien. Et on t'entend, Nathalie. Alors moi j'ai eu l'expérience aussi au niveau d'une banque il y a quelques années, pendant 4 ans. Moi j'anime un collectif de 10 facilitateurs internes sur un établissement qui en comptait à peu près 1000. Euh, Après, ce que j'en retiens, c'est que comme pour toute équipe, il faut partager un sens, un objectif, et se mettre d'accord sur une offre de service. Et c'est ce qui consolide aussi, je pense, le collectif autour de travaux communs. Mais je n'ai pas passé le crantage pour passer de 10 à beaucoup plus. Donc, je suis restée quand même sur une équipe qui reste agile et avec laquelle on peut interagir au quotidien. Donc, je ne suis pas passée sur le cap, on va dire, du mode industriel. Voilà. Hmm. Moi, Merci, je veux bien, Nathalie. oui, je Oui, veux bien Carmen. partager. Donc, nous aussi, à Ville de Paris, on a une communauté qui est montée jusqu'à 30 facilitateurs. Donc, pareil, avec du temps dédié alors qu'ils sont sur des postes. Et moi, je suis à temps plein, hein, je fais partie de la mission management, donc je suis à temps plein, mais je fais pas que ça. Et en fait, je m'aperçois là que les personnes commencent à partir. C'est-à-dire que de 30, on est déjà 22. Donc, il y a l'enjeu là de reconstituer et de renourrir le collectif. Donc, mon idée, c'est de redémarrer avec une nouvelle formation, mais une formation dans laquelle je vais sûrement demander aux facilitateurs déjà présents de prendre leur place dans la formation. Et voilà, c'est mon idée pour le moment. Et peut-être aussi de mettre en place une sorte de tutorat. Parce que l'idée, c'est que ce collectif qui fonctionne bien, il faudrait qu'il puisse absorber une dizaine de personnes en plus. Donc voilà, comment le mélange va être pris, je vous dirai. Merci, Carmen, pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut témoigner? Karine, tu voulais dire quelque chose, je crois, tout à l'heure, en réponse à la demande de Fanelli. Ouais, ce que dit Carmen fait écho aussi à ce qu'on a mené avec les promos. On s'est aussi rendu compte enfin, on a fait ce même constat c'est toujours les mêmes qui sont là. On a une communauté de 300, on n'a pas 300 engagés. Il faut aussi être clair là-dessus. C'est souvent les mêmes parce qu'ils ont cette fibre-là, peut-être plus que d'autres. Et il y a des moments pour ça. Il y a des moments dans ta carrière où tu peux dédier un peu de temps et d'autres moments où tu ne peux pas.
Donc, on peut être aussi confronté à ces problématiques-là, Carmen, je te rejoins. Et euh, on essaie d'animer cette communauté tant qu'on peut. Donc, on organise des moments comme ce moment qu'on vit là aujourd'hui avec notre communauté pour leur apporter des clés sur comment fonctionne l'outil modulo, par exemple, comment utiliser un klaxon sur une facilitation à distance. Voilà, on essaie de faire des mini masterclass auxquels les gens répondent sincèrement. Ça fonctionne plutôt bien. Des moments de connexion, en tout cas, entre eux. Et on essaie aussi de prendre soin. Alors, on prend soin de la communauté et par exemple, on valorise celles et ceux qui ont beaucoup facilité dans l'année. Et pour ça, on recueille le nombre de facilitations réalisées et on offre des formations de développement. Et du coup, tout ça fait que ils se retrouvent. Enfin, je pense que ce qui les fait rester, c'est l'expérience. Et quand ils vivent des expériences, et c'est celles et ceux qu'on retrouve sur des facilitations du soir, alors que c'est après le taf, ils viennent quand même parce que justement, ils savent qu'ils vont vivre une expérience. Voilà. En tout cas, ça passe pour moi par l'animation, le prendre soin, le tutorat. La promo 2 a été parrainée par la promo 1. Voilà. Et ça, voilà, en fait, je pense qu'ils viennent chercher ça. Et ça développe l'engagement. Et ça, pour moi, c'est un vrai levier d'un point de vue dirigeant. C'est de voir que, voilà, si les collaborateurs sont engagés, ils seront là, ils seront présents, ils seront solidaires, ils seront aussi puissants dans l'entreprise, quoi. Ouais, c'est intéressant ce volet systémique. En fait, c'est que nous, facilitateurs, on est là pour mobiliser des collaborateurs dans les défis que l'entreprise rencontre. Mais ça ne sera possible que c'est déjà nous, on est capable d'être mobilisés au sein même de notre communauté. Exactement, Jean-Philippe. Voilà, je pense que vous avez magnifiquement illustré cet enjeu que nous, les facilitateurs, on doit savoir être intelligents ensemble. Hein. On rend intelligents les collectifs, mais comment on peut, nous, facilitateurs, faire corps commun pour avancer et surtout évoluer. Les facilitateurs ont beaucoup créé une dynamique là sur ces dernières années et en permanence on est appelé à se réinventer parce que c'est quoi notre next step et donc je pense que c'est extrêmement important qu'on sache se projeter en avant pour toujours avoir notre leadership dans un monde qui a de plus en plus besoin d'intelligence collective pour dépasser la complexité, régénérer aussi les collectifs qui sont aussi abîmés par tout ce que l'on traverse. Donc en fait les challenges on en a beaucoup, hein, c'est pour ça qu'on a placé la Fac Week sous le fait de relever ensemble nos défis collectifs. C'est pas que les défis collectifs de nos destinataires, c'est les défis collectifs aussi de nous. Voilà. J'ai vu, Olivier, tu as déposé dans le chat le lien, donc évidemment, de l'IAF France, mais aussi le lien du livre blanc qui a été rédigé par IAF France, le livre blanc de la facilitation. Donc, merci. Et j'ai aussi envie de faire une annonce, Olivier, Oui. parce que je suis à l'initiative d'un bootcamp pour facilitateurs stratégiques. Et en fait, j'ai été contacté par plusieurs facilitateurs internes dans plusieurs organisations qui aimeraient faire ce bootcamp, mais qu'avec des facilitateurs internes. Et donc, je suis en train de préparer ça. Si ça intéresse des personnes parmi vous ici qui nous écoutez, sachez que c'est peut-être une opportunité de pouvoir cranter sur le métier de facilitateur, d'être beaucoup plus dans la logique qu'évoquait Karine, à savoir sur des missions longues d'accompagnement qui ont des impacts beaucoup plus importants dans l'organisation. Et donc, si vous avez envie de faire ça avec d'autres facilitateurs internes, je vous propose tout simplement de remplir le questionnaire que je vous mets dans le chat. Ça se constitue, ça prend doucement forme, mais ça va probablement se confirmer sur l'année et se confirmer sur les dates sur le premier semestre. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à le noter ici dans ce questionnaire. Voilà, très important. Merci à tous vos efforts les uns les autres pour promouvoir la facilitation avec un F majuscule, la facilitation professionnelle. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont facilitateurs en parallèle, on va dire, qui font ça sans forcément avoir l'exercice professionnel. Hein. C'est pas le fait de le faire à plein temps, vous l'avez bien tous montré. On peut être 1 heure par semaine facilitateur professionnel. L'important, c'est justement de savoir ce qu'on y met derrière et justement de travailler ça ensemble. Et donc moi, je remercie beaucoup Jean-Philippe pour tout ce qu'il a fait de très longue date à la
la fois pour les formations, la facilitation, les accompagnements et pour ta trajectoire dans l'IAF. Hein. Jean-Philippe, tu as été le président de l'IAF pendant une dizaine d'années, donc voilà, aujourd'hui j'ai repris le flambeau. Mais c'est extrêmement important que les différentes approches, et c'est pour ça que dans le livre blanc, on a caractérisé non seulement les fondamentaux, mais aussi l'archipel, on a une diversité d'approches, eh bien, on sache travailler ensemble pour progresser et se projeter. Donc, la Facilitation Week n'est pas terminée. À 14 heures, on a une Power Experience sur la manière de conjuguer dynamique collaborative et IA pour renforcer l'un par l'autre et surtout préserver la singularité de l'humain. Ce soir, on a un 18h30 live sur MG Taylor. Demain matin, vous avez un codev spécial facilitateur. En général, les codevs, c'est pour nos destinataires. Cette fois-ci, ça va être pour nous. Demain, de 12 à 13, sur le même créneau qu'ici, le déjeuner stratégique est consacré à Johan Luro qui organise avec Marc Bougeret le Facilitation Day qui rassemble chaque année des centaines de personnes. Et cette année, c'est le 27 mars. Et là aussi, dans notre approche faisons beaucoup mieux ensemble, l'IAF est totalement partenaire de l'événement et on a pas mal de réciprocité désormais entre communautés. À 14 heures, on a un grand opérateur télécom, en tout cas une équipe qui va témoigner de comment les approches agiles, plutôt IT, travaillent beaucoup mieux avec les approches de facilitation parce que quand un cadre devient parfois trop normatif, l'intelligence collective peut venir au secours. Et à 18h30, le dernier 18h30 live de la semaine sera consacré au Lab Innovation dans une collectivité territoriale où on verra un petit peu la saga des bons, des mauvais moments et des leçons à en tirer pour progresser. Parce qu'effectivement, il y a l'innovation et il y a la transformation culturelle et parfois il faut faire avancer les deux chevaux ensemble. J'ai terminé pour le programme de la Fac Week et je vous remercie d'avoir participé si nombreux à cet événement aujourd'hui et je remercie encore Jean-Philippe et les deux participantes à cette dynamique. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup Olivier. Merci à tous. Ce programme incroyable de la Facilitation Week. Un grand merci à Fanny et à Karine. Merci à vous tous. Et bonne continuation. On a besoin de facilitateurs internes partout pour faire bouger les choses. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.